5 milliards de francs. CFA traverse Ouagadougou sans sirène. La ville semble respirer normalement, mais derrière cette banalité se condense une opération éclair. L'argent cherche à acheter des loyautés militaires, pendant que l'État tente de préserver un équilibre déjà fragile, sans déclencher d'alerte ni de panique visible. Que doit comprendre le public quand Ibrahim Traoré choisit la patience plutôt que l'explosion? Une valise ordinaire, un test de souveraineté. Ce récit ne promet ni scandale, ni verdict, mais une lecture méthodique d'un moment où une tentative discrète d'ingérence révèle les lignes de fracture d'un État du Sahel et la façon dont elles sont contenues. Comprendre les mécanismes réels d'influence pour lire la souveraineté contemporaine. L'enjeu dépasse l'épisode de la valise, car il touche à la loyauté militaire, à la crédibilité institutionnelle et à la capacité d'un pouvoir à choisir le tempo plutôt que la réaction. Pour suivre cette analyse, il faut accepter une règle simple. Regarder les faits avant les intentions, les mécanismes avant les récits, et mesurer ce qui change réellement quand l'influence devient invisible. À quel moment une pression silencieuse se transforme-t-elle en test national? C'est cette bascule précise et ses conséquences mesurables que la suite va démonter pas à pas. Sans dramatisation, l'analyse s'appuie sur une chronologie resserrée, des signaux vérifiables et des décisions observables afin d'évaluer ce que gagne ou perd un État lorsqu'il choisit la transparence contrôlée. Un fait chiffré change immédiatement la lecture. 5 milliards de francs, CFA, ne visait aucun projet public, mais un basculement interne ciblé. Autre élément décisif, les services burkinabés suivaient l'opération depuis plusieurs semaines, convaincus que cette somme visible n'était que la partie émergée d'une stratégie plus large visant l'armée. Cette mini-révélation déplace le regard. Ce qui pourrait passer pour une tentative de corruption isolée s'inscrit en réalité dans une séquence comprimée où des années de pression discrète se concentrent en quelques rendez-vous soigneusement choisis. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas aux porteurs de la valise. Ils cartographient les communications, identifient les intermédiaires financiers et remontent des signaux faibles circulant entre plusieurs capitales régionales. À ce stade, l'affaire cesse d'être individuelle. Elle devient systémique. Le contexte est essentiel pour comprendre la suite. Dans le Sahel, les dispositifs d'influence ne prennent pas toujours la forme de ruptures brutales. Ils avancent par touches successives. Promesses, récits rassurants, soutien conditionnel. L'argent agit alors comme un révélateur, non comme une fin en soi. Il sert à tester la solidité des chaînes de commandement, à mesurer les zones de doute et à observer les réactions avant toute escalade visible. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré apparaît non comme un symbole isolé, mais comme un point de convergence. Toute réaction trop rapide risquerait d'alimenter la suspicion interne. Tout silence prolongé laisserait le réseau se renforcer. Le choix opéré est donc celui du temps long. Observer, documenter, accumuler des preuves et transformer une menace potentielle en source d'informations structurées. Cette approche modifie l'équilibre. La tentative d'ingérence, pensée pour fragmenter la loyauté, commence paradoxalement à renforcer la vigilance collective. Le contexte n'est plus celui d'un complot improvisé, mais d'une guerre d'interférences à bas bruit où chaque détail compte. Comprendre cette toile permet de saisir pourquoi une simple valise devient soudain un test institutionnel majeur. Au cœur de la séquence apparaît un personnage discret, rarement cité publiquement. Un officier de terrain respecté pour son sens du discernement. Ni idéologue, ni ambitieux pressé, il est attentif aux détails et aux écarts minimes. C'est lui qui perçoit l'anomalie du premier contact. Un interlocuteur étranger, trop précis dans ses promesses, trop pressé d'obtenir des signaux de ralliement, trop confiant dans l'effet de l'argent, plutôt que de rompre, il choisit de suivre, convaincu que la menace ne réside pas dans la valise, mais dans le réseau qu'elle cherche à activer. Cette décision produit des effets immédiats. Les rencontres se multiplient, les propositions se précisent, et chaque échange devient une pièce versée au dossier. Les lieux changent, les intermédiaires varient,
mais la mécanique reste la même. L'officier et ses collègues consignent les faits, notent les durées, observent les méthodes, sans jamais révéler que la chaîne de commandement est déjà alertée. La tentative de corruption se transforme progressivement en dispositif de renseignement. Sur le terrain, les impacts précoces sont perceptibles. Des rumeurs circulent dans certaines unités, des questions émergent, et l'évocation d'un soutien extérieur suffit à troubler des équilibres fragiles. Pourtant, une ligne claire est maintenue, ne rien précipiter, tout documenter. Cette posture limite la polarisation et empêche une fracture prématurée. À ce stade, Ibrahim Traoré n'intervient pas publiquement. Le choix assumé est celui de la retenue stratégique. Cette absence apparente de réaction devient un signal interne, l'information prime sur l'émotion. L'opération censée fragiliser la loyauté commence, par contraste, à renforcer la discipline collective. Dans une guerre invisible, l'essentiel est clair. La patience devient une arme. Tout commence par une phase d'activation presque anodine. Un nom circule à voix basse dans certains cercles militaires, accompagné d'une promesse de transition apaisée et de garanties financières présentées comme temporaires. Les officiers approchés jouent le rôle des hésitants, tandis qu'un dossier discret est ouvert au sein des services compétents. Les échanges restent rares, prudents et chaque mot est pesé. À ce stade, l'argent n'est encore qu'une hypothèse, un signal potentiel parmi d'autres. Puis le rythme s'accélère. L'intermédiaire extérieur se fait plus insistant, il évoque un avenir stabilisé, un soutien logistique durable, une protection internationale implicite. Les lieux de rencontre évoluent, des espaces publics, on passe à des environnements plus discrets, hôtels du centre-ville, résidences anonymes, restaurants où personne ne pose de questions. Derrière ce vernis rassurant, les enquêteurs perçoivent un calendrier qui se resserre. Chaque rendez-vous confirme que l'opération n'est pas improvisée, mais guidée par une séquence précise. Le point de tension monte progressivement. Les propositions financières se chiffrent, les attentes se clarifient et la notion de loyauté devient centrale. Les soldats impliqués continuent d'observer, d'enregistrer et de transmettre. Rien n'est laissé au hasard. Carte SIM jetable, déplacements banalisés, messages courts et codés. La mécanique fonctionne par fragments, sans bruit, mais avec une constance qui trahit une architecture plus large. À mesure que les preuves s'accumulent, la menace prend une forme concrète. Entre l'été et l'automne 2024, les signaux financiers confirment l'intuition initiale. Plusieurs flux sont repérés, totalisant plus de 5 milliards de francs CFA. L'argent transite par des structures écrans et des intermédiaires installés entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ils ne cherchent pas à corrompre au hasard. Ils ciblent des points de rupture précis, des profils clés, des fonctions charnières. La phase de préparation touche à son terme. Le moment critique survient lors d'un rendez-vous pensé comme conclusif. L'intermédiaire est convaincu que le dispositif est sécurisé. Les billets sont prêts, le lieu est choisi pour se fondre dans la foule et le scénario semble maîtrisé. Il ignore qu'une unité spéciale occupe déjà une salle voisine. Lorsque le signal convenu est donné, l'intervention est rapide et silencieuse. Les gardes sont neutralisés, la mallette est saisie et l'homme est interpellé sans heurts. En quelques minutes, une opération destinée à fissurer l'État s'effondre. Informé immédiatement, Ibrahim Traoré valide la mise sous scellé de la valise et autorise une diffusion contrôlée des premières conclusions. Ce choix marque une rupture. L'affaire quitte le registre de la rumeur interne pour devenir un fait établi. La réaction est calibrée, suffisamment de transparence pour asseoir les faits, suffisamment de retenue pour éviter la panique. Les répliques ne tardent pas. Les médias relaient l'information. Les discussions s'intensifient et l'échec de l'opération transforme une tentative de fragmentation en moment de cohésion. La séquence montre comment une pression diffuse peut déboucher sur un basculement politique. Jusqu'à l'interception de la valise, le dossier repose surtout sur des signaux diffus, soupçons, rumeurs, fragments d'informations difficiles à consolider. Une fois la valise saisie, la lecture change nettement. 3 repères chiffrés font basculer le récit du soupçon vers la preuve, en donnant une structure mesurable à ce qui relevait jusque-là de l'intuition. D'abord, il y a les flux financiers. Entre juillet et octobre 2024, plus de 5 milliards de francs CFA sont identifiés comme ayant transité par des circuits parallèles liés à des structures écrans.
Ce montant ne correspond ni à un financement de projet, ni à une aide officielle. Il révèle un mécanisme conçu pour contourner les canaux institutionnels et irriguer un réseau d'influence ciblée. Autrement dit, l'argent n'alimente pas une action ponctuelle. Il soutient une architecture durable. La comparaison avec les flux publics habituels montre un écart net suffisant pour déclencher une alerte interne et justifier un suivi renforcé. Ensuite viennent les communications. Les enquêteurs recensent plusieurs dizaines d'échanges cryptés concentrés sur une période très courte, impliquant des terminaux dédiés et des interlocuteurs situés à l'étranger. Pris isolément, ce volume pourrait sembler limité. Mis en perspective, il s'aligne avec des tentatives de perturbation opérationnelle observées sur le terrain. Le delta est clair. Là où les communications ordinaires suivent un rythme dispersé, celles-ci se concentrent, se synchronisent et accompagnent les injections financières. L'argent, les messages et le calendrier avançant ensemble. Enfin, il y a la réaction sociale. Dans les 48 heures suivant l'annonce de l'arrestation, un volume exceptionnel de messages de soutien est enregistré sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Ce chiffre, rare à l'échelle régionale, indique un réflexe de cohésion largement sous-estimé par les réseaux impliqués. La tentative d'influence misait sur la discrétion. La réponse devient, au contraire, massive et visible. Ce contraste agit comme un indicateur indirect de solidité interne. Ces trois mesures forment un ensemble cohérent. Les flux financiers montrent l'organisation, les communications démontrent la coordination et la mobilisation sociale révèle l'effet réel sur le terrain. Ensemble, elles permettent de passer d'une lecture émotionnelle à une lecture structurée. C'est précisément cette bascule que recherche la décision politique. En choisissant de rendre public certains éléments chiffrés, Ibrahim Traoré adopte une stratégie d'exposition calculée. Il ne s'agit pas de tout révéler, mais de contraindre les acteurs extérieurs à réagir face à des faits vérifiables, plutôt qu'à des récits concurrents. La transparence devient ici un outil défensif. Elle réduit l'espace de contestation et limite la capacité de requalification de l'événement. Et ce qu'il faut retenir est mesurable. Avant, l'affaire pouvait être ramenée à une interprétation contestable. Après, elle s'impose comme une démonstration documentée d'ingérence. Cette preuve chiffrée transforme un épisode discret en test institutionnel majeur et montre que, dans une guerre d'influence, la donnée peut devenir une ligne de défense aussi décisive que la force. Deux lectures s'affrontent après l'affaire de la valise, chacune portée par des arguments cohérents qu'il faut examiner sans caricature. La première thèse, défendue par certaines chancelleries et analystes internationaux, avance l'idée d'un risque d'isolement. Selon cette lecture, la dénonciation répétée de l'ingérence étrangère, la réduction de certaines coopérations et la mise en avant de la souveraineté sécuritaire pourraient affaiblir durablement le Burkina Faso. Les partisans de cette position rappellent que l'aide internationale, les partenariats militaires et les investissements extérieurs restent essentiels face à l'insécurité persistante. Une fermeture excessive, disent-ils, pourrait entraîner moins de ressources, plus de pression diplomatique et une vulnérabilité accrue. La seconde thèse renverse ce raisonnement. Pour ses défenseurs, notamment au sein d'une nouvelle génération d'analystes africains, la dépendance prolongée aux dispositifs extérieurs constitue un risque plus profond encore. Les aides conditionnelles, certains programmes de coopération sécuritaire et des montages financiers opaques auraient entretenu un modèle où l'autonomie réelle demeure limitée. Dans ce cadre, l'affaire des 5 milliards n'est pas une exagération sécuritaire, mais une preuve concrète de réseaux parallèles cherchant à influencer la chaîne de commandement militaire sous couvert de normalité. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Oui, le risque d'isolement est réel. Les sanctions partielles, la méfiance de certains bailleurs et la contraction possible des financements ne sont pas des abstractions. Un État déjà fragilisé peut difficilement absorber des chocs externes prolongés sans coûts sociaux et économiques tangibles. Mais l'argument inverse s'appuie, lui aussi, sur des faits documentés. Les flux financiers tracés, la concentration des communications et la coordination transfrontalière établissent l'existence d'une tentative structurée pour acheter des loyautés militaires. Ces éléments ne relèvent pas d'un récit idéologique. Ils montrent que certaines formes de coopération peuvent masquer des mécanismes d'influence
plus intrusif. La position d'Ibrahim Traoré se situe précisément dans cette tension. L'enjeu n'est ni l'isolement, ni la dépendance, mais la capacité à distinguer coopération et ingérence. Et l'idée essentielle est la suivante. La souveraineté n'est pas un rejet du monde extérieur, mais une ligne étroite, éclairée par des preuves, où chaque partenariat doit être évalué à l'aune de ses effets réels. La découverte centrale, à ce stade du récit, est que l'intermédiaire arrêté n'agissait pas seul. Les documents saisis montrent qu'il n'était qu'un maillon d'une chaîne opérant simultanément dans plusieurs capitales régionales, avec des relais financiers, logistiques et narratifs déjà en place. Cette révélation change la nature même de l'affaire. L'objectif n'était pas d'acheter une décision ponctuelle, mais d'évaluer la solidité d'un système au moment précis où l'armée burkinabé réorganisait ses structures internes. Ce basculement modifie aussi la posture politique. Plutôt que de contenir l'information pour éviter l'agitation, Ibrahim Traoré choisit une exposition partielle et maîtrisée des faits. Ce choix produit un effet inattendu. Les acteurs extérieurs, habitués à travailler dans l'ombre, se retrouvent contraints de réagir publiquement, tandis que l'opinion nationale s'approprie le récit sur la base de preuves concrètes. Un autre élément renforce cette lecture. Les enquêteurs identifient des montages similaires observés ailleurs dans le Sahel, avant des crises ouvertes. Mis en parallèle, ces précédents transforment l'épisode burkinabé en signal régional. L'affaire cesse d'être un incident isolé. Elle devient l'interruption volontaire d'un schéma déjà observé. Et l'essentiel ici, c'est que ce qui semblait un fait divers révèle une mécanique récurrente, désormais exposée. Les effets de l'opération déjouée se déploient en cercles concrets, touchant des acteurs différents, mais interdépendants. À chaque niveau, la décision d'exposer partiellement les faits, assumée par Ibrahim Traoré, agit moins comme une conclusion que comme un accélérateur de transformation déjà latente. Du côté des institutions et de l'armée, la première conséquence est organisationnelle. La publication contrôlée des éléments financiers et des communications clarifie un point longtemps corrosif. La loyauté n'est pas négociable. Les rumeurs, auparavant source de soupçons diffus, sont désamorcées par la preuve. Les chaînes de commandement se resserrent, les procédures de remontée d'alerte sont réévaluées, et la prévention des interférences devient un critère explicitement intégré à la formation interne. L'effet est mesurable, moins de zones grises, plus de discipline opérationnelle. Pour les acteurs économiques et financiers, l'impact est plus ambivalent. Les révélations sur les circuits parallèles déclenchent un effet domino. Des audits ciblés sont lancés, notamment autour des flux liés au secteur stratégique. À court terme, cela crée des frictions et une prudence accrue chez certains partenaires. À moyen terme, le signal envoyé est clair. L'opacité devient plus coûteuse. Cette évolution renforce la crédibilité de l'action publique, même si elle ralentit temporairement certains projets. Au niveau diplomatique et régional, les conséquences sont contrastées. Certaines chancelleries expriment un scepticisme prudent, d'autres optent pour le silence. Cette hésitation reflète un malaise. Les faits exposés rendent difficile toute contestation frontale. En parallèle, plusieurs pays du Sahel saluent la vigilance burkinabé, y voyant un précédent utile. Le Burkina Faso cesse progressivement d'être perçu uniquement comme un terrain d'instabilité. Il s'affirme comme un acteur capable d'imposer ses propres cadres narratifs. Dans la société elle-même, l'effet est plus diffus, mais peut-être le plus durable. La mobilisation observée après l'arrestation traduit une appropriation citoyenne de l'enjeu souverain. Dans les quartiers comme dans les zones rurales, l'affaire est discutée non comme un scandale, mais comme une démonstration de résistance collective. Des débats émergent, des associations civiques se structurent, et la vigilance devient une valeur partagée. La peur recule au profit d'une attention active. Pris ensemble, ces 4 cercles montrent un renversement paradoxal. Une tentative pensée pour fragmenter les loyautés produit une recomposition. L'argent destiné à fissurer l'État contribue, par son interception, à renforcer des liens institutionnels, économiques, diplomatiques et sociaux. Et ce qu'il faut retenir de manière très concrète, c'est ceci. La souveraineté ne se proclame pas. Elle se consolide par des effets mesurables, visibles sur le terrain. À partir des signaux déjà observables après l'affaire des 5 milliards,
3 trajectoires crédibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne relèvent ni de la spéculation sensationnaliste, ni d'une projection arbitraire, mais d'une lecture conditionnelle des dynamiques en cours. Chaque scénario dépend moins d'un événement unique que d'une série de choix cumulés. La première trajectoire, la plus probable, est celle d'une continuité prudente. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso maintient la ligne actuelle. Les mécanismes internes de prévention des interférences sont renforcés, les audits économiques avancent par étapes, et les alliances sont gérées avec retenue. La stabilité institutionnelle s'améliore lentement, sans rupture spectaculaire. Le coût est réel, croissance modérée, pression diplomatique persistante, marge financière limitée. Le bénéfice est clair, une réduction progressive des vulnérabilités identifiées sans provoquer de choc externe majeur. La deuxième trajectoire est plus favorable. Elle repose sur une coordination régionale accrue, notamment entre États du Sahel confrontés à des problématiques similaires. Si cette coopération se matérialise dans la sécurité, les flux économiques et la gestion des ressources stratégiques, un effet de levier apparaît. Dans ce cadre, l'épisode de la valise devient un point d'appui narratif. Il sert de preuve qu'un État peut reprendre l'initiative et imposer ses conditions. La crédibilité externe s'améliore, de nouveaux partenariats régionaux émergent et l'influence politique s'élargit. La troisième trajectoire est plus inquiétante. Elle combine pressions accrues, tentatives renouvelées de déstabilisation et durcissement des positions extérieures. Des sanctions plus lourdes ou une contraction des financements pourraient fragiliser les acquis récents. Dans ce contexte, la cohésion interne serait mise à l'épreuve et les tensions sociales pourraient s'intensifier. Chaque décision deviendrait plus coûteuse politiquement et économiquement. À l'échelle de ces trajectoires, une idée guide la lecture. Aucun scénario n'est figé. Les choix opérés aujourd'hui, en matière de transparence, d'alliance et de communication, orientent la trajectoire. La position d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique conditionnelle. Et l'idée, au fond, est simple. Si la souveraineté est traitée comme un processus mesurable plutôt qu'un slogan, alors les marges de manœuvre restent ouvertes. Au-delà des institutions et des scénarios géopolitiques, l'affaire des 5 milliards se traduit par des effets concrets sur des groupes bien réels dont les attentes et les inquiétudes ne sont pas identiques mais convergent autour d'un même point, la confiance. Ce déplacement du débat, du sommet de l'État vers l'expérience vécue, constitue l'un des effets les plus durables de la séquence. Pour les leaders d'opinion, chercheurs et analystes, l'événement agit comme un révélateur intellectuel. Il oblige à reconsidérer les cadres classiques de lecture de la coopération internationale et de la sécurité. Les débats se déplacent. Ils portent moins sur les intentions affichées des partenaires que sur les mécanismes réels d'influence. Cette inflexion nourrit des discussions publiques plus exigeantes, moins dépendantes de récits binaires. Chez les jeunes engagés et les militants civiques, l'impact est plus direct. L'idée que des décisions majeures puissent se jouer dans l'ombre renforce l'exigence de vigilance et de participation. L'affaire devient un cas d'école. Elle montre que l'engagement citoyen ne se limite pas au vote ou à la contestation visible, mais inclut l'attention portée aux signaux faibles et au processus institutionnel. Pour une large partie des citoyens ordinaires, notamment dans les quartiers et les zones rurales, l'effet est plus subtil. La séquence alimente des conversations quotidiennes sur la dignité, la loyauté et la capacité d'un pays à se défendre sans bruit. La politique cesse d'être abstraite. Elle se relie à des choix perçus comme protecteurs ou au contraire risqués. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure distante que comme un point de repère. Les décisions prises au sommet prennent sens parce qu'elles rencontrent une attention diffuse dans la société. Et l'essentiel est clair, la souveraineté devient une expérience vécue, façonnée par la compréhension et l'implication du public. Transformer l'échec d'une opération clandestine en capacité durable exige une feuille de route lisible, séquencée et mesurable. Après l'affaire des 5 milliards, les autorités burkinabées structurent une réponse qui vise moins l'affichage que la réduction concrète des vulnérabilités mises au jour. Cette logique privilégie l'opérationnel au déclaratif. D'abord, il s'agit de réviser les partenariats stratégiques. Les accords existants, notamment dans les secteurs sécuritaires et extractifs, sont passés au crible afin d'identifier les clauses asymétriques
et les zones d'opacité. Le calendrier est volontairement resserré. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation de cadres plus équilibrés. Le critère d'évaluation est simple, davantage de transparence et une valeur ajoutée locale mieux identifiée. Ensuite vient le renforcement de la traçabilité financière. Des outils de suivi des flux publics et parapublics sont consolidés pour réduire l'espace des circuits parallèles. Le succès se mesure à la capacité de détecter plus tôt des anomalies et à la diminution progressive des zones grises. Ici, la donnée devient un instrument de prévention. Puis, il faut consolider la cohésion militaire. Des modules spécifiques sont intégrés aux formations afin de prévenir les interférences et d'aligner doctrine, procédure et éthique. Les indicateurs portent sur la clarté des chaînes de commandement et la rapidité de remontée des alertes. Enfin, l'association de la société civile complète le dispositif. Programmes civiques, débats publics et canaux de signalement élargissent la vigilance au-delà des institutions. Assumée au sommet par Ibrahim Traoré, cette feuille de route vise une souveraineté opérante, évaluée par des résultats concrets plutôt que par des slogans. Lorsque la valise est saisie, l'image s'impose comme un motif central du récit. Un objet ordinaire, discret, presque banal, devient le symbole d'un moment où un pays choisit de regarder une menace en face plutôt que de la laisser glisser dans l'ombre. Ce rappel renvoie aux premières heures de l'affaire, lorsque tout semblait anodin, avant que la mécanique réelle ne se révèle peu à peu. Avec le recul, l'épisode ne se réduit ni à une arrestation, ni à une victoire tactique. Il marque un déplacement plus profond. La souveraineté cesse d'être une abstraction défendue par des discours. Elle se matérialise dans des décisions, des procédures, une vigilance partagée. Ce passage du symbolique au concret constitue le cœur de la séquence. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure isolée que comme un point de convergence. Les choix opérés au sommet ne prennent sens que parce qu'ils rencontrent une discipline interne et une attention citoyenne déjà en mouvement. La valise, initialement pensée comme un levier de fracture, devient un rappel durable. Ce qui circule en silence peut, s'il est ignoré, façonner le destin d'un État. Une phrase s'impose comme un écho final. La loyauté ne se négocie pas. Elle se construit. Cette idée ferme la boucle émotionnelle du récit et renvoie à une réalité simple. La résistance la plus efficace n'est pas spectaculaire. Elle est patiente, méthodique et collective. Cette histoire ne se referme pas avec la saisie d'une valise, ni avec la publication de chiffres. Elle ouvre un espace de réflexion plus large qui dépasse le Burkina Faso et interroge toute société confrontée à des influences discrètes, diffuses et persistantes. L'affaire des 5 milliards invite à regarder autrement la souveraineté, non comme un slogan lointain, mais comme une pratique quotidienne faite de vigilance, de choix collectifs et de responsabilités partagées. Pour l'observateur extérieur, le récit pose une question exigeante. Comment reconnaître les mécanismes d'ingérence lorsqu'ils prennent la forme de transactions ordinaires, de récits rassurants et de gestes apparemment banals ? Pour le citoyen, il rappelle que l'autonomie d'un État ne repose pas uniquement sur ses dirigeants, mais aussi sur l'attention portée aux signaux faibles et sur la capacité à demander des comptes sans céder à la peur. Dans cette perspective, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un modèle à imiter que comme un point de départ pour un débat plus large. Chaque pays, chaque communauté affronte ses propres dilemmes. La question reste ouverte et elle s'adresse à chacun. Face aux pressions invisibles, choisissons-nous l'indifférence confortable ou l'engagement lucide ?